Bonjour, bonjour pour ceux qui n'étaient pas là juste avant. Je vais convier maintenant Thomas Ranou qui va venir nous parler de DevOps multi-cloud. Hop, bienvenue Thomas. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ça a l'air Yes. bon de mon côté, on va regarder le chat. Bah, je te laisse la main, allez. Ok, super, c'est parti. Je vais partager mon écran. Hop, tac. Hop. Très bien, bonjour à tous. Je m'appelle Thomas Ranou, je suis architecte cloud. Et aujourd'hui, on va parler de multi-cloud avec Kubernetes et Terraform. Et du coup, ça tombe bien puisque mon sujet a été introduit dans le talk précédent. Donc voilà, on s'inscrit dans la continuité. Donc c'est top. Alors du coup, l'objet de ce talk, en fait, c'est de s'intéresser à l'aspect agnostique de, de Kubernetes et donc de voir comment on peut automatiser le provisionnement de clusters Kubernetes sur les trois principaux clouders, donc Azure, AWS et GCP. Et au-delà de la création de notre infra, également, on va s'intéresser au déploiement d'applications. Donc en gros, tout l'objet de cette présentation sera de, de voir en gros à quel moment on a une adhérence avec notre clouder, notre plateforme de déploiement dans l'utilisation de notre stack Kubernetes. Petite introduction très rapide sur Kubernetes. Donc dans un premier temps, Docker, voilà, un outil qui permet de créer et exécuter nos applications conteneurisées, et Kubernetes, l'outil d'orchestration créé initialement par Google, qui est maintenant géré par la Cloud Native Computing Foundation, et qui permet d'automatiser le déploiement, la réplication, donc gérer en gros tout le cycle de vie de nos applications conteneurisées. Donc c'est un outil formidable, complexe, mais formidable. Il nous permet de garantir une haute disponibilité de nos applications et de détecter éventuellement si une anomalie survient pour pouvoir recréer nos conteneurs. Au niveau de l'architecture d'un cluster Kubernetes, je passe là-dessus assez rapidement, mais ça a son importance pour la suite. On a deux composants principaux, donc on a le master et les nodes. Donc le master va être le point d'entrée en fait de notre cluster. Et oh pardon, tac, précédent. Et les nodes vont être les machines virtuelles en fait sur lesquelles nous allons déployer nos applications. Donc ça a son importance puisque nous voulons utiliser les offres managées euh, des cloud providers. Donc ce qui se passe avec ces offres managées, c'est que, si je reviens sur la slide précédente, ces offres des clouders, Azure, AWS et GCP, nous offrent en fait la gestion du master, que vous voyez ici en vert. Donc moi, via cette offre managée, euh, globalement, je dois uniquement me soucier de mes nodes, donc de mes machines virtuelles, et de ce que j'y déploie. Mais toute la couche master avec la haute disponibilité de l'API serveur qui va adresser les demandes réseau. euh, Tout ça, c'est géré par le cloud provider. Et c'est quelque chose de très intéressant, dû à la complexité
de Kubernetes. Alors ces offres managées, côté, Azure, nous avons Azure Kubernetes Services. Côté Amazon, c'est Elastic Kubernetes Services et côté GCP, c'est Google Kubernetes Engine. Et donc ces offres, eh ben, comme je viens de vous l'expliquer, elles nous elles elles nous elles nous proposent de, voilà, de manager, et de garantir la disponibilité de notre cluster. Après, derrière, c'est à moi d'y déployer, mes applications et de gérer la scalabilité, éventuellement. On va également, parler ce matin de 2 outils très importants. Le premier est Terraform, un outil d'infrastructure as code que nous allons utiliser pour, décrire et provisionner nos clusters sur les 3 clouders, et Azure DevOps, heu, qui est, la plateforme, d'intégration, déploiement continu de Microsoft. Heu, Azure DevOps, c'est un outil qui fait suite à TFS, et VSTS pour ceux qui connaissent, mais voilà, c'est l'équivalent d'un Jenkins ou d'un, GitLab CI, par exemple. Voilà, l'outil de déploiement, de build et de déploiement de Microsoft, et le but de cet outil, c'est d'adresser, heu, tous les langages et toutes les plateformes, cloud, ou non, hein, puisqu'on peut également travailler on premise, c'est encore possible. Donc voilà, si vous voulez faire tourner, une application Java sur AWS, ça ne posera pas de problème. Si vous voulez faire, du .NET Core sur Azure, c'est encore mieux. OK pour ça. Au niveau architecture de ce que l'on va voir ce matin, je vous ai fait un petit schéma pour que vous suiviez bien. Donc, au sein de mon Azure DevOps, j'ai créé 4 projets. Donc j'ai un premier projet Terraform AKS, donc qui va contenir le script, Terraform de mon cluster dans Azure. J'ai un projet Terraform EKS pour le script Terraform de mon cluster, AWS, et pareil pour GCP. Donc j'ai 3 projets indépendants qui vont contenir les scripts Terraform et le pipeline de déploiement. Et j'ai un quatrième projet qui va contenir mon application .NET Core, et le pipeline pour la déployer sur sur les 3 clouders. Donc, voilà. Mon projet Terraform AKS va déployer un cluster AKS. Pour, AWS, pareil, GCP, pareil, et j'ai un projet dont le but va être, de déployer une application .NET Core sur les 3 clouders. Voilà pour l'architecture. Le but là de ce qu'on veut voir ce matin, c'est, bien sûr de de mettre en place une plateforme qui, en fait, va être totalement indépendante de l'infrastructure de déploiement. C'est-à-dire que, si, si on veut être indépendant et ne pas s'enfermer sur, Azure ou AWS ou GCP, bah, ça peut être intéressant d'adresser, heu, les 3 en même temps. Pourquoi pas? Donc on va voir dans quelle mesure, ce que la stack que l'on veut déployer, aujourd'hui est, indépendante de ces clouders. Après derrière, bien sûr, l'aspect résilience est très forte, hein. On peut imaginer, tout à fait, une panne, générale de GCP, pourquoi pas. Bon, bah, là, dans ce cas-là, votre application sur GCP ne sera pas accessible. Par contre, elle va continuer à s'exécuter dans Azure et AWS. Alors, premier point auquel on va s'intéresser, c'est, le code Terraform. Alors, il y a une idée qui est assez, répandue avec Terraform, c'est que, hem, votre script va être, identique quelle que soit le la plateforme
que vous adressez. Je dis que c'est une idée assez répandue parce que moi, au départ, quand je ne connaissais pas Terraform, c'est ce que je pensais. En fait, c'est pas du tout le cas. Donc là, je vous ai mis, j'espère que vous voyez bien. Tac, si je, ouais, ça va être, je peux agrandir un peu comme ça. Je vous ai mis, en fait, à l'écran, les 3 scripts. Donc ici, enfin les 3 bouts de script. Donc ici, j'ai la partie pour GKE, au milieu, j'ai Azure, et à droite, j'ai AWS. Et en fait, Terraform, ce qu'il nous offre, c'est c'est un langage commun de description de votre infrastructure, mais par la suite, lorsque vous allez vouloir déployer votre infra, vous allez avoir un code tout à fait différent à écrire. Voilà. Là, on voit bien que côté GKE, Azure et AWS, mon script n'a rien à voir. Pourtant, je déploie la même chose. Donc, je provisionne un cluster Kubernetes avec 3 nodes et je les configure sur des availability zones. Mais voilà, le code en lui-même est complètement différent. Même si les notions manipulées sont identiques, avec les clouders, on parle toujours de région, on parle toujours d'un cluster, on parle toujours de nodes, de localisation de l'infra. Même si ces notions sont les mêmes, votre script va être complètement différent. Pourquoi? Bah, parce que le clouder vous expose des ressources, par exemple Google Container Cluster ou Azure Kubernetes Cluster, et ils attendent à ce que vous renseigniez un certain nombre de paramètres de la façon qu'ils ont prévu, d'où le fait que les scripts euh, n'ont pas grand-chose à voir. Donc voilà, premier élément déjà, là on s'intéresse au côté agnostique euh, de notre infra. Bon bah là, typiquement, on voit bien que on n'est pas agnostique du tout. On est vraiment lié à notre cloudeur. Et c'est normal puisque on déploie une infrastructure spécifique pour pour chacune des plateformes. Alors j'aurais pu tout à fait, utiliser, le langage de description de l'infrastructure de chaque cloudeur, mais là, encore une fois, Terraform, ce qu'il nous apporte, c'est un langage commun. Donc on a cette façon de faire qui est identique avec Terraform, mais le script en lui-même est différent. Alors ensuite, heu, j'ai mon pipeline, Azure DevOps. Qui va me permettre d'exécuter en fait mon script, Terraform et de le déployer sur les différents clouders. Là, mon pipeline, vous voyez, c'est un fichier de de définition, YAML où je décris un certain nombre de d'actions, de tâches que Azure DevOps va exécuter. Donc je vous ai mis aussi, 2 exemples. J'ai à gauche Azure et à droite AWS. Et là, on est déjà dans quelque chose qui va nous intéresser un petit peu plus, c'est que on remarque que notre pipeline, il est quasiment identique. On a un Terraform init, un Terraform plan, un Terraform apply. Ce sont les 3 commandes principales de Terraform. Et vous voyez que peu importe la cible, on retrouve c'est comment? J'ai pas mis à l'écran, GCP, mais je vous garantis que c'est la même chose. Ce qui change, en revanche, c'est la connexion à mon infra enfin à mon tenant de de déploiement, Azure, AWS ou GCP forcément, bah, il faut, indiquer à Azure DevOps, quel credential utiliser pour déployer. Hem, donc ça, c'est différent. Vous voyez qu'ici, j'ai une Azure connexion, ici, j'ai une AWS connexion. Voilà, on verra tout de suite après comment c'est renseigné.
Et ce qui change également, c'est le stockage de mon back-end Terraform. Donc le TF state Terraform qui en fait liste euh, toutes les, toutes tous les composants que j'ai déployés euh, sur ma plateforme. Donc ça forcément, ici pour Azure, je vais le déployer dans un storage account et pour AWS, je le déploie dans un bucket S3. Donc là, notre pipeline est quasiment identique, modulo la connexion au provider. Donc j'ai exécuté ce pipeline. Ah oui, je voulais montrer les services connexion, comment c'était géré dans Azure DevOps. Eh ben, c'est plutôt simple en fait, hein. Vous définissez par exemple une Azure Connection. Vous allez devoir renseigner votre credential pour vous identifier sur la plateforme pour que Azure DevOps en fait ait le droit d'y déployer des choses. Si vous ne faites pas ça, forcément Azure DevOps n'aura pas les droits requis. Donc il y a cette gestion également en amont des credentials et des droits pour pouvoir déployer notre infra sur les 3 clouders. Tac. Alors, du coup, je vais agrandir un peu pour que vous voyez mieux. Là, je suis dans Azure. Pas trop quand même. Là, je suis dans Azure, donc j'ai un cluster AKS qui est ici, qui s'appelle AKS Demo, qui est opérationnel. On retrouve notre pool de nœuds avec 3 VM. C'est des VM classiques standards D2V2. Côté GCP, j'ai également mon cluster GKE Demo. Pareil, un autre pool, 3 VM. Et côté Amazon, j'ai mon cluster EKS Demo. Ils sont tous en version 1.18 de Kubernetes. Et ils sont donc opérationnels et disponibles pour recevoir une application. Ça, on va voir maintenant comment ça se passe. Je vais revenir sur mon diapo. Hop. Voilà. Alors, mon cluster, je vais agrandir un peu. Mon cluster, maintenant qu'il est déployé, je vais avoir besoin d'y créer ce qu'on appelle un service account avec des droits spécifiques. Pourquoi? Pour que ensuite Azure DevOps ait le droit également d'y déployer une application. On va le voir juste après. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un fichier YAML où je définis un service account et et des rôles basés sur des droits RBAC. Donc ça, c'est mon fichier YAML. Et je vais l'appliquer comme ceci avec un kubectl apply sur chacun de mes clusters, après m'être connecté à ces clusters. Donc côté EKS, on va utiliser un AWS EKS pour s'identifier en fait localement au cluster. Côté AKS, j'ai une autre commande et côté GKE, j'ai aussi une commande différente, puisque là, on est spécifique, encore une fois, au clouder. Donc voilà, j'ai besoin d'appliquer ce script pour y créer mon service account. Si je passe à la suite, là, je suis à nouveau dans Azure DevOps. Je suis dans mon projet application cette fois. Je vais avoir aussi besoin de créer des services connexion pour que Azure DevOps ait le droit de se connecter à mes différents clusters. Donc, je définis une AKS connexion
qui est ici à droite. Je définis une EKS connexion et une GKE connexion. Et si on regarde, ici j'ai mis AWS et à côté c'est Azure. Et ben en fait, ma service connexion, elle va être configurée de la même façon. C'est-à-dire que je vais me baser sur un service account Kubernetes. Donc c'est ce que je viens de créer juste avant. Donc je vais me baser là-dessus pour que Azure DevOps ait les informations d'authentification sur mes 3 clusters. Donc si je regarde comment c'est configuré, Azure DevOps me demande des résultats de commandes, hein. Donc on a kubectl config view, ça c'est pour récupérer l'URL de mon cluster, le point d'entrée en fait. Et il me demande il me demande de renseigner le secret de mon service account. Voilà. Donc moi juste avant, j'ai déployé un service account qui contient un secret que j'ai appelé deploy robot secret. Ensuite, côté Azure DevOps, pour renseigner l'information d'identification, d'authentification, il faut que je fasse un kubectl get secret sur mon deploy robot secret. Et je renseigne le résultat de ma commande à cet endroit. Donc le mécanisme d'authentification dans Azure DevOps est identique quel que soit le cluster que je veux utiliser, qu'il soit dans Azure, AWS ou GCP. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme natif Kubernetes et à cet endroit-là, il n'y a pas d'adhérence avec, avec mon cluster et avec le provider. Alors, je vais vous montrer rapidement mon projet. Voilà, donc là, je suis dans Azure DevOps. Donc, vous voyez, application .NET Core. Donc, c'est un template de projet tout à fait classique, hein. Il contient un projet .NET Core 3. Voilà, donc avec son Dockerfile, je ne l'ai pas montré. Hop, il est là, j'ai un Dockerfile. Et une fois déployée, cette application, hop, elle ressemble, elle ressemble à ça. Voilà. Donc là, moi je l'ai déployé tout à l'heure. Ici, on est sur Azure. Ici, on est sur GCP. Et là, AWS. Donc voilà mon application, elle est toute simple. Alors maintenant, toute la question, c'est... Ah, il y a un problème sur le partage d'écran. Est-ce que, vous voyez l'écran bouger ou vous êtes bloqué sur les slides? Ok, bon, très bien, je poursuis. Donc voilà mon application. Et maintenant, l'idée, ça va être de la déployer sur mes 3 clusters. Tac, voilà, je suis revenu ici. Alors pour déployer mon application, je vais utiliser 2 fichiers YAML. D'accord? Donc le premier va me permettre de créer sur Kubernetes ce qui s'appelle un deployment, où en fait je vais renseigner l'image Docker que je vais utiliser, mon réplica set pour donner le nombre de pods de mon application qui vont être créés. Donc il est ici, mon deployment, et j'ai également besoin d'un service Kubernetes. Pourquoi? C'est pour créer un load balancer qui va en fait exposer mon application et donc faire la redirection de flux en fait vers un des 5 pods que je vais créer. Donc voilà pour le deployment YAML. Et le dernier élément
dont j'ai besoin, c'est un pipeline, là encore, que je vais donc définir ici. Hop, je suis dans Azure DevOps. Mon pipeline, il est là. Et on va s'intéresser en fait au fonctionnement de ce pipeline. Et on va voir si, comme pour Terraform tout à l'heure, ce pipeline est agnostique du Cloudeur ou non. Alors on va s'intéresser à son contenu un petit peu plus spécifiquement. Je vais agrandir un petit peu. Hop, mince, j'aurais pas dû faire ça. Hop, voilà, ça s'agrandit. Alors dans un premier temps, je vais définir des variables. J'ai une Docker Registry Connection. Alors pourquoi? Je ne l'ai pas précisé, mais mon image Docker, je vais la déployer sur Docker Hub. Alors je ne voulais pas déployer mon image dans une container registry Azure ou AWS ou GCP, donc j'ai choisi un service tiers et j'ai choisi Docker Hub Connection. Donc là, si on regarde comment ça se passe, j'ai également hop, j'ai également une service connexion de définie. Alors du coup, je vois plus le truc. Tac. Project settings. Voilà. Service connexion. J'ai une Docker Hub connexion qui est définie ici et qui va, pareil, contenir en fait mon identifiant et mon mot de passe pour se connecter à Docker Hub pour y pousser mon image. Donc ça, c'est le premier point. Hop, je réagrandis. Tac. J'ai renseigné le repository de mon image, donc c'est mon compte Thomas Ranou et mon image, je l'appelle Netcore App. L'URL de ma container registry, c'est hub.docker.com. Je vais utiliser un Dockerfile pour builder mon image. Le tag, il va être généré automatiquement par Azure DevOps. C'est très important pour la suite. Et pour déployer mon image, j'ai besoin d'un secret. Je vais agrandir encore un petit peu, voilà, pour que ce soit mieux pour vous. Donc dans un premier temps, on va voir que j'ai un premier job de build, où en fait je vais générer et push mon image sur le registry. Donc pour ça, je vais appliquer une commande Docker build and push. Donc ça, c'est des templates de pipeline qui sont fournis par Azure DevOps, hein, qu'il faut réutiliser et configurer pour votre besoin. Donc je fais un build and push sur ma repository en utilisant mon Dockerfile. Et pour déployer mon image, je vais utiliser la Docker Registry Service Connection que j'ai déclarée dans Azure DevOps. Mon tag, voilà, je lui dis d'utiliser ma variable $tag générée par Azure DevOps. Donc ça, c'est la première étape de mon pipeline. Donc lorsque je vais exécuter mon pipeline tout à l'heure, c'est la première chose qu'il va faire, générer mon image, ce qui est logique. Pour la suite, mon image, maintenant qu'elle est déployée et disponible, je veux la fournir à mes 3 clusters. Donc je vais avoir 3 grandes étapes. Un déploiement sur Azure, hop, un déploiement AWS et un déploiement sur GCP. Et ici, si vous regardez bien, on voit que en fait là dans mon document, j'ai 3 grandes sections, 1, 2 et 3. Et en fait, on voit que
de loin, ça semble quand même plutôt identique. Alors on va voir ça en détail. Tac, tac, tac. Côté Azure, on s'intéresse au déploiement dans AKS. Je vais dans une première étape, je vais faire ce qu'on appelle un replace token. Alors cette étape-là, ça permet quoi? Bah, ça permet, de, variabiliser en fait mon déploiement. Alors si je reviens dans mes fichiers, je vous ai montré tout à l'heure mon deployment.yaml qui est ici. Si on regarde ici, j'ai, mon paramètre, tag, on voit bien qu'il est dynamique. Et bah, en fait, le replace token, il va me permettre, d'effectuer une correspondance, en fait, entre les variables qui sont définies dans mon pipeline et et le contenu de mon fichier YAML. Donc typiquement, pour remplacer cette variable. Alors comment ça marche? Bah, on voit ici qu'il va cibler les fichiers YAML. Il va utiliser un préfixe et un suffixe pour identifier ce qu'il doit remplacer. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'il va remplacer tag. Et ensuite, il cherche euh, dans le pipeline directement ou dans les variables qu'on peut définir euh, ici directement, bah, il cherche une correspondance entre les deux. Et s'il la trouve, il effectue le remplacement euh, des valeurs. Donc ça, c'est ma première étape. Ensuite, j'ai besoin de créer un secret pour pouvoir déployer mon application. Donc là, je crée un secret en utilisant le AKS connexion. Donc, vous vous rappelez le AKS connexion que je vous ai montré tout à l'heure avec la gestion du service account et du secret que j'ai renseigné dans les services connexion. Donc il va créer ça et ensuite eh ben, il fait un deploy euh, sur mon cluster. Donc concrètement, il va exécuter un kubectl deploy. Cette tâche ici va être transformée en un kubectl deploy. Il va utiliser toujours mon AKS connexion et il va se baser sur mes deux fichiers YAML, le deployment et le service.yaml pour déployer sur mon cluster. Pour cela, il va utiliser l'image que j'ai définie et son tag et le secret. Donc ça, voilà, c'est un template de déploiement Kubernetes que nous propose Azure DevOps. Là encore, à nous de l'utiliser et de le renseigner de manière à adresser notre besoin. Donc là, on a vu pour Azure et bah, il y a pas de mystère, hein. Si on regarde pour EKS, donc qui tourne sur AWS, et ben, je vais retrouver les mêmes étapes. J'ai un replace token, la création d'un secret et le deploy. J'ai les mêmes étapes. Je vais utiliser les deux mêmes fichiers YAML qui sont communs, hein. Là, je travaille sur un seul projet euh, pour déployer sur les 3 clusters. Donc ça, c'était pour AWS. Et pour GCP, pour mon cluster GKE, bah là, c'est pareil. J'ai également un replace token, la création d'un secret et euh, le deploy sur mon cluster en utilisant mes deux fichiers YAML et mon container défini ici. Voilà. Donc là, on est sur un déploiement identique. Enfin, le pipeline en lui-même est identique, modulo bien sûr, encore une fois, la connexion pour cibler bah, le bon cluster sur la bonne plateforme. Là-dessus, on ne peut pas faire de miracle. On est obligé de créer un lien entre Azure DevOps et mon cluster qui tourne sur AWS, Azure ou GCP. Il n'y a pas de mystère. Alors concrètement, si on regarde comment ça se passe, le déploiement, parce que là, du coup, mon application, je vous l'ai montré juste avant, elle est disponible. On va faire une petite mise à jour.
Donc je vais modifier mon fichier, ma page principale. Tac, je vais rajouter à l'année prochaine. Puisqu'on est d'accord, on compte tous sur un nouvel événement l'année prochaine. Et hop, c'est parti. Tac, je commit. Et on va voir en live l'exécution du pipeline, comment ça se passe. Hop, donc il va démarrer. Pour le moment, sur mon cluster, je vais me connecter sur mon cluster AKS. Tac, tac, tac. Et on va voir ce qui tourne. Donc j'ai, hop, je vais faire un get pod. Normalement, j'ai donc 5 pods qui tournent pour héberger mon application. Hop, voilà. Donc j'ai 5 pods de running. Et du coup, ce qui va se passer normalement, c'est une mise à jour de ces pods. Hop, alors le build est en cours. Donc là, voilà, build and push. On retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Donc là, il va prendre mes sources, effectuer un build du projet .NET Core par rapport au Dockerfile, et ensuite faire un push sur Docker Hub. Donc là, pour l'instant, mon application, bien sûr, hop, elle est toujours disponible, hein. Si je rafraîchis, voilà, ça s'exécute toujours. J'ai 5 pods dans chaque cluster pour adresser mes requêtes, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, il push, il fait un publish, il push, il a fini de déployer sur Docker Hub. Et maintenant, du coup, hop, je vais revenir à cette vue ici. Il va démarrer le deploy. Voilà. Et là, du coup, il va, alors, normalement, il déploie sur les 3 en même temps. Les jobs s'exécutent en parallèle. Il n'y a pas de... Hop, voilà. Les 3 s'exécutent en même temps. Il n'y a pas de dépendance entre eux, puisqu'il a une image d'un côté. Il fait un kubectl apply sur les 3 clusters. Oui, il a fini AWS. Azure est en cours. GKE devrait démarrer également. Ça dépend des disponibilités des agents Azure DevOps. Voilà, il a fini. Et du coup, normalement, si je reviens ici, hop, ça a dû bouger un peu. Voilà, donc là, on est sur AWS. J'ai rajouté à l'année prochaine, sur GCP aussi, et Azure aussi. Ils sont tous à jour. Alors côté Kubernetes, qu'est-ce qui s'est passé? Si je refais un get pod, on va voir que ce ne sont plus les mêmes pods, puisqu'en fait, tout ceci, hop, j'agrandis un petit peu, tous ces pods ici ont été supprimés. Il y a un rolling update qui s'est opéré, donc tous ces pods, progressivement, ils ont été supprimés pour créer ces pods ici avec la nouvelle version de l'application. Ce rolling update, il se déclenche puisque le tag de l'image qui est défini dans mon deployment.yaml, il est différent. Donc Kubernetes sait qu'il doit faire une montée de version. Donc supprimer tous les pods existants et en déployer de nouveaux. Petite petit focus intéressant dont j'ai pas parlé tout à l'heure, mais le fait d'avoir créé 3 nodes me garantit via l'algorithme de Kubernetes que mes pods ici, mes 5 pods, sont répartis sur mes différents nœuds. Donc si j'ai un des nœuds qui est subitement indisponible, et j'ai toujours des pods qui vont pouvoir s'exécuter
sur les autres nœuds. Donc là aussi, on est sur une notion de disponibilité assez intéressante. Ok, donc on a fait la mise à jour de mon application. Je vais revenir ici en présentation. Tac. Hop. Donc globalement, pour résumer, je regarde si tout est OK. Pour résumer, ce qu'on a vu là, ce matin, notre problématique, c'était donc, de provisionner et d'utiliser un cluster cube, sur, les 3 principaux, clouders et de réussir à avoir, un script d'automatisation de l'infrastructure et le déploiement d'applications, qui soit, agnostique de la plateforme. Donc en gros, utiliser, strictement les mêmes scripts, les mêmes templates pour pouvoir, déployer, mon Kubernetes et mes applications. Et ben on voit qu'on est, plutôt agnostique, mais pas complètement. Alors on va voir les adhérences dans un premier temps. L'adhérence, elle est très forte au niveau, heu, de l'infrastructure. Donc au niveau du script Terraform, on a vu que, c'était forcément du spécifique, au Clouder. Donc là-dessus, il y a une adhérence, ça c'est clair. Par contre, pour l'exécution de ces scripts avec le pipeline Azure DevOps, on a vu que quelle que soit, la cible, quel que soit le Clouder, notre pipeline, il était quasiment identique, modulo, le service connexion, qui est forcément spécifique, heu, pour s'identifier sur Azure, AWS ou GCP. Donc ça, c'est très intéressant. Hem, côté, application, bah, le côté application, c'est plutôt pas mal puisque nous avons, une seule appli, .NET Core, un seul Dockerfile, heu, 2 fichiers YAML, de déploiement de mon application, hein, donc un deployment.yaml et un service.yaml pour exposer mon application sur le net. Donc ça c'est unique en fait, hein, j'en ai pas des différents, suivant la source. Et mon pipeline, ce qu'on a vu, c'est qu'il est aussi, quasiment identique, modulo là encore, heu, la connexion, auprès de mon cluster avec mon service account. Là-dessus, voilà, je peux pas faire de miracle non plus, c'est que j'ai besoin, d'accorder à Azure DevOps des droits pour pouvoir déployer sur mon cluster et ces informations d'authentification, et ben, il faut que je les renseigne à Azure DevOps pour qu'il puisse opérer le déploiement. En dehors de cette partie configuration sur le cluster et sur Azure DevOps, mon pipeline de déploiement, il est identique et ça, c'est super cool. Hem, dernier point, sur lesquels je voulais conclure, c'était que là, on a vu une approche, où on est, sur du code everything. C'est-à-dire que, si vous avez, été attentif et ben, tout est du code, tout est du script, de la définition de l'infrastructure, et notre application et notre pipeline, d'intégration et de déploiement continu avec Azure DevOps. Tout est du script, tout est du code, avec les avantages, que l'on connaît au niveau versionning et suivi des modifications de ces sources et automatisation, qui va bien derrière. Donc voilà, je voulais conclure là-dessus. Je vous remercie pour votre écoute, pardon, et puis, bah, merci aux organisateurs de l'événement, aux partenaires et
et aux sponsors. Merci Merci à tous. beaucoup Thomas. Super, il te reste environ 3 minutes pour prendre une ou 2 questions. Voilà. Super. Tac. Alors hop, je Ouais, regarde question dans ici. Hop, hop, hop. 4 votes, OK. En ce moment, on entend de plus en plus parler de Pulumi. Avantages, inconvénients par rapport à Terraform. Très juste, très juste. Ouais, Pulumi, on en entend beaucoup parler et du coup, alors c'est pas un outil que j'ai manipulé, personnellement, mais de ce que j'ai entendu, c'est intéressant dans la dans son mode de fonctionnement puisqu'en fait, il nous permet de faire, heu, une, faire une déclaration d'infrastructure, en fait, comme avec Terraform, mais que ce soit, écrit en langage, comment dire? Il me semble qu'on peut faire du JS ou du Python, je crois. Donc c'est intéressant dans l'approche, déclaration, si vous êtes plus à l'aise avec ces types avec ce formalisme, on va dire, que du script traditionnel, Terraform. Possible d'avoir les URL de dépôt de code Terraform. Oui, on peut s'arranger, il y a pas de souci. Je publierai de toute façon des articles avec les sources, sur mon blog, donc il y a aucun problème là-dessus. Je n'ai pas encore utilisé Kubernetes. Est-ce qu'on peut le déployer sur AWS, Azure et GCP? Oui, bah, du coup, oui. Oui, oui, c'est ce qu'on vient de faire, mais c'est peut-être une question, heu, assez, enfin, que c'était une question du début de la présentation, donc du coup, tu as ta réponse. C'est quoi la relation entre ces providers et Kubernetes? Alors en tout cas pour Microsoft, bah, je sais qu'ils contribuent au projet, mais en tout cas, du coup, ce qu'ils nous proposent là, de très intéressant, c'est le fait que ce soit un service managé Kubernetes qui nous garantit du coup une haute disponibilité de notre master et surtout le fait qu'on n'ait pas besoin de le gérer, de le configurer, de l'administrer. La gestion des coûts avec plusieurs clusters cubes sur chaque cloud provider. Alors la gestion des coûts avec un cluster Kubernetes, ça va dépendre de tes nodes, donc de tes VM provisionnés par le clouder. Tu vas payer tes VM, en fonction de la puissance de calcul que tu leur alloues, CPU et RAM, et tu vas payer aussi également au niveau du trafic, heu, réseau. Voilà, ça c'est le modèle, des trois clouders. Merci beaucoup Thomas.